Bonjour, le poème que nous allons étudier aujourd'hui est un poème donc d'Alcool d'Apollinaire qui fait partie de la section des Rhénanes, donc des poèmes qu'il a écrits quand il était en Allemagne, inspirés bien souvent soit de la culture, soit des légendes allemandes, et en l'occurrence ce poème, La Loreley, est inspiré non seulement d'une ancienne légende et d'un rocher qui surplombe le Rhin, mais aussi d'un poème d'un poète romantique allemand, Brentano, qui a raconté justement cette légende. Le passage que nous allons étudier n'est pas le poème en entier, mais nous commencerons à partir du vers 15. C'est donc tout le moment où Loreley, lors d'un procès face à un évêque, lui demande de mourir parce qu'elle est fatiguée de vivre avec le pouvoir mortifère de ses yeux. Loreley étant une forme de sirène qui attire les marins par son chant. Mais dans le poème d'Apollinaire, il semble que ce soit surtout ses yeux qui aient ce pouvoir de fascination plus que sa voix. Mon amant est parti pour un pays lointain, faites-moi donc mourir puisque je n'aime rien. Mon cœur me fait si mal, il faut bien que je meure. Si je me regardais, il faudrait que j'en meure. Mon cœur me fait si mal depuis qu'il n'est plus là. Mon cœur me fait si mal du jour où il s'en alla. L'évêque fit venir 3 chevaliers avec leurs lances. Menez jusqu'au couvent cette femme en démence. Va-t'en, Laure, en folie, va Laure aux yeux tremblants. Tu seras une nonne vêtue de noir et blanc. Puis ils s'en allèrent sur la route tous les 4. La Loreley les implorait et ses yeux brillaient comme des astres. Chevalier, laissez-moi monter sur ce rocher si haut pour voir une fois encore mon beau château, pour me mirer une fois encore dans le fleuve, puis j'irai au couvent des vierges et des veuves. Là-haut, le vent tordait ses cheveux déroulés et les chevaliers criaient « Loreley, Loreley !» Tout là-bas sur le Rhin s'en vient une nacelle, et mon amant s'y tient, il m'a vu, il m'appelle. Mon cœur devient si doux, c'est mon amant qui vient. Elle se penche alors et tombe dans le Rhin, pour avoir vu dans l'eau la belle Loreley, ses yeux couleur de Rhin, ses cheveux de soleil. Nous nous demanderons comment cette reprise d'une ancienne légende est-elle l'occasion pour le poète de mettre en avant une figure à la fois tragique et troublante de femme. Et nous étudierons pour cela d'abord la lamentation de Loreley, du vers 15 au vers 20, puis la sentence de l'évêque, du vers 21 au vers 24, et enfin l'unique faveur que réclame Loreley et qui mène à sa chute et à sa mort, du vers 25 jusqu'à la fin, le vers 38. Les paroles qu'adresse Loreley à l'évêque ont les accents d'un chant plaintif, grâce en particulier aux sonorités avec les allitérations en M, mon amant, faites-moi donc mourir, je n'aime rien, mon cœur me fait si mal, il faut que je meure, je me regardais, il faudrait que j'en meure, etc. Donc les allitérations M, la rime en un, lointain, rien, puis ensuite en E, meurt et meurt, avec en plus la répétition de je meurs, je meurs. Donc tout cela qui donne des accents plaintifs du point de vue de la musicalité, mais aussi grâce à la polyptote autour du verbe mourir, 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 je meurs, j'en meurs. Donc polyptote autour du verbe mourir, et l'anaphore de mon cœur. Mon cœur me fait, mon cœur me fait, mon cœur me fit. Qui font de cette lamentation une musique rappelant la légende d'origine de la Loreley, une sorte de sirène attirant les bateliers par son chant. Donc ici, les paroles mêmes de Loreley sont à la fois une plainte mais aussi un chant qui rappelle le chant de la sirène. L'absence de ponctuation même, d'ailleurs, participe à la fluidité du texte. Par ailleurs, cette lamentation est une prolepse dans le poème, puisque, comme toute prolepse, elle annonce ce qui va arriver. Et ici, elle annonce déjà la mort de la Loreley comme quelque chose d'inéluctable. Quand elle dit « il faut bien que je meure », donc il y a quelque chose d'inéluctable dans cette mort qui arrivera à la fin, avec le verbe falloir et la conjonction donc qui indique une conséquence et une nécessité. Mais elle annonce aussi la façon dont elle mourra au vers 18, en faisant d'elle-même la cause de sa mort. Si je me regardais, il faudrait que j'en meure. C'est le fait d'être l'objet du regard, si je me regardais,
qui est la cause de sa mort, et ce sera de fait le cas. Enfin, nous pouvons noter à la fin de cette lamentation qui se termine par 2 vers très proches. Mon cœur m'a fait si mal depuis qu'il n'est plus là, mon cœur me fit si mal du jour où il s'en alla. Comme un dernier cri du cœur qui se répète, évoquant le départ de l'être aimé, mais nous notons qu'il y a une légère évolution portant sur le temps, me fait, me fit. Le passage au passé simple montre une rupture violente dans le passé qui est toujours ressentie ainsi dans le présent. Donc le fait qu'elle est toujours aussi mal dans le présent que dans le passé montre non seulement la brutalité de la rupture avec le passé simple qui a une valeur ponctuelle, d'action brusque, mais en plus le présent montre que ça dure, que ça s'éternise. L'évêque prononce ensuite sa sentence, et le passé simple qui introduit ce second mouvement signale un changement dans l'action, avec l'appel soudain des chevaliers dont les lances sont mises en avant à la fin du vers, ce qui peut avoir quelque chose d'inquiétant. Mais la sentence n'est finalement pas la mort, puisque l'impératif qui suit, menait, envoie Loreley au couvent, et non pas sur l'échafaud ou au bûcher. Ces 2 strophes rappellent l'univers médiéval qui avait été installé auparavant, mais elles mettent cette fois l'accent sur le couvent, grâce aux rimes assonantiques en an, lance, couvent, démence, qui créent un système d'écho autour du couvent, et qui font porter l'attention donc sur cette rime interne à couvent. De plus, le couvent est redoublé par l'image des nonnes vêtues de noir et blanc. Donc cette sentence est dramatisée par l'insistance autour du couvent, mais aussi par l'impératif, mener, va, ainsi que par le futur à valeur d'ordre, tu seras une nonne, toutes ces choses qui font de cette décision presque déjà une réalité. De plus, les couleurs fortement posées, noir et blanc, dramatisent elles aussi ce passage. De fait, nous verrons que Loreley, créature de la nature, ne peut être enfermée entre des murs. Enfin, l'injonction insistante de l'évêque au vers 23, « Va-t'en, l'or en folie, va l'or aux yeux tremblants », montre grâce à l'usage de l'hypochoristique l'or, donc c'est-à-dire un diminutif affectueux, et par l'évocation de la démence juste avant, redoublée par les yeux tremblants, tremblement souvent présent dans la série des Rhénanes, pour évoquer cet entre-deux, cette situation entre le monde réel et le merveilleux, qui va très bien justement avec cette idée de démence, de folie, d'une impression qu'on est à la fois dans un épisode réel et à la fois dans un épisode merveilleux. Et donc, cette hypochoristique et l'évocation de la folie montrent l'attendrissement de l'évêque et la pitié qu'il éprouve pour Loreley. Ce qui fait qu'il l'envoie au couvent, et c'est là qu'intervient la dernière demande de Loreley. Le vers 25 marque une nouvelle rupture, à partir de l'adverbe puis, qui introduit le départ hors du tribunal. Dans le vers suivant, le vers 26, la comparaison entre les yeux de Loreley et les astres souligne son appartenance au cosmos et non à un couvent, ce qui explique d'ailleurs qu'elle implore de pouvoir encore monter sur son rocher, qu'elle implore un dernier instant avant d'être enfermée entre les murs, elle qui est une créature de la nature. À partir du vers 26, toujours celui-là, la Loreley semble redevenir maîtresse d'elle-même, non seulement avec le deuxième hémistiche de ce vers, qui fait la longueur surprenante de 9 syllabes. Donc premier hémistiche, la Loreley les implorait, deuxième hémistiche, et ses yeux brillaient comme des astres. Donc on a un hémistiche très long, trop long, qui montre que Loreley reprend de la place, est à nouveau présente. Ça annonce le fait qu'elle prenne de la hauteur par la suite, en tout cas elle se grandit, tout comme le vers grandit. De plus, cela se poursuit avec l'impératif laisser, laissez-moi monter, puis avec les verbes, adverbes ou adjectifs, monter, haut, là-haut, qui est un peu plus loin. Nous pouvons noter un mouvement ascensionnel. Donc Loreley se hisse vers le haut une dernière fois, prend de la hauteur, redevient maîtresse de son destin, avant la chute finale. Son désir marque aussi le rejet du couvent,
car au vers 29 et 30, pour me mirer une fois encore dans le fleuve, puis j'irai au couvent des vierges et des veuves. Une allitération V, fleuve, couvent, vierge, veuve, oppose le fleuve, qui est l'élément naturel auquel elle appartient, au couvent des vierges et des veuves, qui est l'endroit où elle doit aller, mais qu'elle refuse, qu'elle refuse en son cœur en fait. Et d'ailleurs, nous pouvons noter que ce fleuve auquel elle appartient est là où elle peut se regarder, me mirant une fois encore dans le fleuve. Le champ lexical de la vue, voir une fois encore mon beau château, alors juste avant, voir une fois encore mon beau château, me mirer une fois encore dans le fleuve, ou il m'a vu un peu plus loin, et pour avoir vu dans l'eau à la fin, rappelle ce pouvoir ambigu attribué aux yeux de Loreley, à la fois pouvoir de fascination et de mort. D'ailleurs, dans ces 4 occurrences, 2 évoquent le regard réflexif, c'est-à-dire le fait qu'elle se regarde elle-même dans l'eau. Me mirer une fois encore dans le fleuve, me mirer dans le fleuve, et pour avoir vu dans l'eau la belle Loreley. Donc le fait que Loreley se regarde elle-même dans l'eau. Ce qui peut rappeler le mythe de Narcisse et sa fin tragique pour s'être vu dans l'eau et être tombé amoureux de lui-même. Loreley pourrait alors être accusée, comme Narcisse, de ne pouvoir aimer qu'elle, d'être fascinée par sa propre beauté. Par ailleurs, ce pouvoir mortifère du regard peut aussi évoquer Méduse, qui pétrifie par ses yeux. Et cette allusion peut s'appuyer aussi sur le vers 31, où les cheveux tordus par le vent prennent des allures de serpent. Là-haut, le vent tordait ses cheveux déroulés, ce qui peut évoquer la figure de Méduse. Cette deuxième figure mythologique ferait alors de Loreley une femme fatale dont les yeux tuent. Mais finalement, nous retrouvons quand même la sirène et son destin tragique d'amante délaissée, qui est à la fois être de nature et une voix enchanteresse. On le voit lorsque les chevaliers crient au vers 32, les chevaliers criaient Loreley, Loreley. La répétition de Loreley, Loreley semble imiter le son du vent, hurlant, ce qui associe donc le nom de Loreley au vent lui-même, qui était au vers précédent, le vent tordait les cheveux. De plus, le jeu sur les sonorités gagne à nouveau les paroles de Loreley qui se font chant pour évoquer l'amant dans sa nacelle, au vers 33 à 35, pardon. Tout là-bas sur le Rhin s'en vient une nacelle, et mon amant s'y tient, il m'a vu, il m'appelle, mon cœur devient si doux, c'est mon amant qui vient. Donc on a ici la répétition du son 1, donc une assonance, s'en vient, s'y tient, devient, vient, qui mettent en avant l'écho, en particulier autour de ces 2 vers, mon amant s'y tient, c'est mon amant qui vient, qui se répondent l'un à l'autre. Mon amant s'y tient, c'est mon amant qui vient, qui montre ici le désir amoureux qui anime Loreley, qui semble tout de même être avant tout, au-delà de la fascinatrice, de l'enchanteresse, l'amoureuse. Puis vient la chute, au vers 36, avec le verbe se pencher. Elle se penche alors et tombe dans le Rhin. Donc le verbe se pencher qui est suivi du verbe tomber. Finalement, Loreley semble rejoindre le fleuve et mourir. On ne sait pas très bien si elle a fait exprès de se regarder et de mourir ou si c'est un accident. Mais quoi qu'il en soit, la fin donne surtout l'impression qu'elle a rejoint l'élément auquel elle appartient, comme le montrent les métaphores finales, ses yeux couleur de Rhin, ses cheveux de soleil, qu'il assimile au reflet du soleil sur l'eau. Cette fin tragique reste énigmatique, et le complément circonstanciel de cause, pour avoir vu dans l'eau la belle Loreley, rappelle bien le caractère fatal de la vue de Loreley, mais ne dit pas si elle a voulu mourir et fait exprès de se regarder. De même, il est difficile de dire si Loreley est une narcisse féminine, qui est surtout fascinée par sa propre beauté, une méduse au regard fatal qui tue tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle regarde et qu'elle attire, une sirène à la voix ensorcelante, ou une amante, image du poète, Apollinaire lui-même, qui souffre d'avoir été abandonné. Ainsi, nous pouvons bien voir que ce poème
met en avant une figure tragique, certes de femme, mais une figure assez troublante parce qu'ambiguë, réunissant un certain nombre de mythes qui montrent qu'Apollinaire lui-même face à la femme, à la fois est inquiet face au pouvoir de fascination de la femme, et en même temps projette dans l'Aurélie sa propre douleur d'amant abandonné. Nous pouvons penser dans ces images de la femme fatale, donc de la femme qui est associée à la mort et qui en même temps fascine, à tous ces récits romantiques comme La morte amoureuse de Théophile Gautier et d'autres, dans lesquels la femme est à la fois, ici Clarimonde, une femme fascinante et belle, et en même temps une femme qui va causer la mort, puisque Clarimonde est en même temps vampire et prend le sang de Romuald dans cette nouvelle fantastique de Théophile Gautier.